Karine Bidard, directrice générale de l'Agence parisienne du climat. On a un petit problème de caméra, mais on vous a avec le son. Vous aviez prévu de nous faire une petite ouverture sur cette conférence. Oui, bonjour, Xavier, merci beaucoup. Est-ce que la caméra fonctionne? La caméra ne marche toujours pas, non. Ah, parce que moi je me vois donc OK. Eh bien écoutez, je suis navrée si ça ne fonctionne pas. OK. Tout d'abord, je voudrais vous remercier très chaleureusement, d'avoir, organisé cette séquence. Nous sommes très heureux de co-animer cette session avec vous, d'intervenir sur cette session. Merci à Deveco, l'Agence parisienne du climat. Donc l'année prochaine, nous fêterons nos 10 ans. Nous avons, 5 membres fondateurs et qui sont, la CPCU, EDF, Météo France, la Ville de Paris et la métropole du Grand Paris. Cette agence, elle compte un peu plus d'une cinquantaine de membres adhérents et nous avons donc 3 missions principales qui sont, de sensibiliser et d'informer les Parisiens sur la réalité du changement climatique et accompagner à l'incitation au changement du comportement. Nous organisons un peu plus de 150 événements chaque année, pour justement, sensibiliser et accompagner, les professionnels des différentes, filières. Nous organisons également certains types, de dispositifs tels que le défi Déclic, qui permet d'accompagner la réduction des consommations d'eau, d'énergie, de déchets. Nous avons également une mission d'accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la transition écologique, et du plan climat et ça passe par, notamment, l'accompagnement, donc de projets sur, par exemple, les sujets de la rénovation énergétique des copropriétés, et la mobilisation, de la filière. Nous accompagnons également la mise en relation entre les différents acteurs de territoire pour mettre en œuvre justement des projets de terrain. Nous portons par exemple le dispositif du Paris Action Climat avec la ville de Paris et nous mettons en œuvre des projets spécifiques tels que un projet d'accompagnement du déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules en copropriété, par exemple, véhicules électriques en copropriété, ou des projets sur la conversion des copropriétés chauffées au fioul. Donc dans les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, on va notamment poser cette question sur les déploiements des bornes électriques. Ça faisait partie du programme de ces tables rondes. Et puis nous avons une troisième mission d'animer le laboratoire de la transition écologique à Paris, accompagner le décryptage des politiques publiques, identifier les enjeux de la transition écologique, accompagner des projets innovants. Et donc aujourd'hui, sur la question, de l'accompagnement des copropriétés, il y a un enjeu que nous partageons tous, c'est, la nécessité d'ici 2050 de rénover l'ensemble du bâti. On le sait, le bâtiment, c'est 50 des émissions de gaz à effet de serre, 50 des consommations d'énergie et à Paris, le logement, c'est 80 de la copropriété. Donc on passe nécessairement par cet accompagnement, des copropriétés et aujourd'hui, nous apportons donc un conseil neutre, indépendant et gratuit à ces copropriétés pour mettre en œuvre des projets de rénovation énergétique globale et pour améliorer la performance énergétique, améliorer le confort d'habiter et puis également réduire les factures. Il y a un enjeu que nous partageons tous qui est celui de massifier la rénovation énergétique et cela passe, à notre sens, par un accompagnement et une animation des réseaux de la filière, non seulement pour partager les bonnes pratiques, mais aussi pour accompagner la montée en compétences de l'ensemble de la filière. Donc, nous sommes extrêmement heureux de participer à cette séquence avec Deveco pour faire en sorte, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement important de rendre de manière tangible ces perspectives de création d'emplois par la transition écologique. Donc, travailler ensemble, c'est une vraie priorité pour nous aux côtés des professionnels de ce secteur. Donc, merci beaucoup encore pour cette invitation et une très bonne table ronde. Voilà, merci Karine Bidard, directrice générale de l'Agence parisienne du climat pour cette ouverture. Désolé pour ce problème technique de caméra. On aura l'occasion, on en refera, Karine, avec grand plaisir et on aura l'occasion du coup de vous voir en vrai, tout au moins avec la vidéo. Et j'espère aussi en vrai, si on fait des conférences, on va refaire des conférences présentielles, ça c'est certain. Merci à vous, Karine. Je vous en prie. Je vais vous repositionner dans le public. Donc pour cette table ronde, nous avons avec nous donc Frédéric Delomeau, directeur de l'habitat et rénovation de l'Agence parisienne du climat. Bonjour Frédéric. Bonjour.
et Antoine Guéguen, chef de projet Éco-Rénovons Paris de la ville de Paris. Je vois Karine d'ailleurs qui arrive d'une autre manière maintenant euh, dans la conférence. Alors je ne sais pas pourquoi. Bonjour Antoine. Bonjour. Et donc aujourd'hui, les questions qu'on peut se poser, c'est les étapes du projet, comment être accompagné. On peut parler aussi, pour ouvrir cette table ronde, c'est le plan de relance et ma prime rénov. Et puis on a aussi une question qui se pose, c'est comment voter les travaux dans le contexte de Covid avec les AG qui sont repoussés. Peut-être si on commençait, Antoine Guéguin, pour la mairie de Paris, peut-être on peut faire un état des lieux du parc et où est-ce qu'on en est, et puis en termes d'observatoire et de trajectoire, où est-ce qu'on va aller, oui. Oui, tout à fait. Alors, Paris, c'est assez simple puisqu'on a en gros 1 200 000 logements, qu'il y en a 200 000 qui sont du logement social. On se retrouve à peu près avec 1 million de logements en copropriété. Il y a quelques personnes qui ont le plaisir de vivre dans des maisons à Paris, mais c'est extrêmement réduit. Et ce million de logements, en fait, il est organisé dans 47 000 copropriétés. Donc, on voit l'émiettement de ces logements et finalement le niveau assez fin de la prise de décision au niveau du territoire. Si on imagine, si on voulait faire de la rénovation on veut faire la rénovation de tous les logements privés, il faudra aller chercher 47 000 décisions à la majorité au niveau parisien. Donc, c'est assez impressionnant en termes de volume finalement. Alors à Paris, on a plutôt des petites copropriétés, voire des toutes petites copropriétés, puisque 60 des copros sont inférieurs à 20 logements. Donc voilà, c'est une réalité. Et finalement, les grandes copropriétés de plus de 100 lots, il n'y en a que 1000. Donc en fait, les grands projets qui touchent la copropriété sont au regard des 47 000 copros assez limités. Et puis on est sur un parc qui est vraiment ancien, puisqu'on a 80% du parc qui est antérieur à 1940 et principalement équipé en chauffage individuel. Donc ça vous montre un peu l'ampleur du défi parisien, puisqu'on a des petites copropriétés qu'il faut aller accompagner dire individuellement, et il y en a beaucoup. Les gens habitent dans des bâtiments anciens, donc il y a toutes les questions des travaux, de la préservation du patrimoine. Enfin, on rencontre vraiment toutes les difficultés. Et puis, on est en chauffage individuel principalement, donc c'est quand même difficile de dire aux gens. Enfin, le levier de la baisse des charges du chauffage n'en est pas un, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a là où c'est facile finalement, c'est 10% du parc, et je pense qu'on s'y attaque très bien avec l'APC et puis nos dispositifs opérationnels, notamment Éco-Rénovons Paris. Nos défis, c'est de continuer à accompagner cette tranche de copropriété, puis aussi vraiment d'élargir notre champ plus largement aux petites copropriétés anciennes. Alors, je suis allé voir sur, je vous invite à le faire, sur le coach copro, il y a pas mal d'infos, notamment sur la dynamique de travaux qu'on peut trouver sur le territoire parisien, et puis même au niveau métropolitain. Alors, on peut filtrer selon son territoire, c'est assez intéressant. Et donc, je suis allé voir, parce que c'est vraiment un observatoire très bien fait, et pour savoir où est-ce qu'en était le territoire parisien finalement. Et aujourd'hui, dans le coach copro, il y a 6500 logements, pardon, faut pas que je me trompe de chiffre, 19 500 logements regroupés dans 258 copropriétés qui ont fait des travaux sur le territoire parisien. Et sur ces 19 500, il y en a 6 500 qui ont fait une rénovation vraiment d'envergure. Donc ça, c'est des travaux livrés, ça montre la dynamique, ça montre aussi le gap qu'il va falloir aller chercher entre le million de logements qu'on a à traiter et les 6500 qui ont fait une rénovation performante. Oui, Ouais. c'est énorme, il faut passer de 6500, si je comprends bien, au million alors. Bah voilà, jusqu'en 2050, donc ça va aller vite finalement quand on a un tel défi à relever. Après, la dynamique, elle est là en réalité. La livraison, c'est vraiment la dernière étape, et on s'aperçoit qu'en amont, tout ce qui est audit énergétique, mission de maîtrise d'œuvre, vote des travaux, c'est des volumes beaucoup plus importants, mais effectivement, la mise en œuvre prend toujours un peu plus de temps. Donc la dynamique est là, hein, mais ça montre le gap, et enfin, on a tout maintenant, quand même pas mal d'outils pour y parvenir. C'est un énorme chantier, il prendra du temps, c'est tout à fait naturel. Voilà.
Oui, Frédéric Delomeau, finalement, c'est vous qui êtes le bras armé là sur ce sujet, c'est-à-dire pour accompagner, sensibiliser et On est un accompagner des les bras armés, je copropriétaires. ne sais pas Ouais. combien il y a de bras. Mais en effet, oui, c'est vrai qu'on travaille de très très près avec la ville de Paris, hein, qui est notre organisme de tutelle et je dirais qui nous soutient tout particulièrement dans les missions qu'on mène. Après, on n'est pas tout seul. C'est quelque chose que je répète bien souvent quand on parle de projets en copropriété. C'est vraiment un sport d'équipe qui se mène avec tout un panel d'acteurs, depuis en effet des institutions, Mairie de Paris, ANA, enfin des grands financeurs, des organismes de terrain comme l'APC ou les espaces verts ou encore ce qu'on appelle les agences locales de l'énergie, et puis aussi toutes les entreprises qui après font vraiment, parce que nous, on aide à faire avancer les projets, mais derrière, il faut des architectes, il faut des bureaux d'études, il faut des façadiers, il faut toute une série d'entreprises qui d'ailleurs présenteront un petit peu tout ça plus en détail aujourd'hui. Donc, en effet, on est le point d'entrée pour les copropriétés. En fait, l'Agence parisienne du climat, on est là pour quand les projets ne sont pas encore lancés, justement. On est là un peu pour aider des copropriétaires qui sont souvent un peu perdus vis-à-vis des sujets dont on parle ici, de rénovation énergétique, d'économie d'énergie, de travaux. C'est pas le quotidien des gens. Et quand on est copropriétaire, par contre, parfois, on est en situation d'avoir à faire face à des besoins de travaux et d'amélioration, tant à l'échelle du logement qu'à l'échelle de l'immeuble. Et donc, notre travail à l'APC et dans l'équipe, c'est d'aider ces personnes qui sont un peu des béotiens sur ces sujets de rénovation à avancer et à ne pas se tromper pour que le parcours de rénovation se fasse le mieux possible, le plus sereinement possible et de façon surtout adaptée aux besoins qu'ont les personnes. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre de ce qu'on fait. Alors, nos métiers à l'Agence parisienne du climat, il y a peut-être 4 mots-clés à retenir. Il y a solliciter, sensibiliser, conseiller et accompagner les Parisiens. Solliciter, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail à mener en amont même pour faire connaître le sujet de la rénovation énergétique, qui n'est pas encore une évidence pour bon nombre de citoyens. Donc, il s'agit d'aller les chercher, de leur montrer qu'il y a des enjeux sur leur cadre de vie. Ensuite, il faut mener des actions de sensibilisation. On fait beaucoup d'événementiels. Donc, aujourd'hui, on est sur une action de sensibilisation. À l'Agence parisienne du climat, on est à peu près alors, en temps hors Covid, on est à 2 événements par semaine auprès des Parisiens pour leur parler des sujets d'économie d'énergie. En temps Covid, on a basculé l'essentiel sous format de webinaire. Donc, il y a un programme qui est assez riche et qui ponctue nos semaines. Et puis, l'idée avec ces actions-là, c'est de faire venir des personnes à nous. Et après ça, on est amené à les conseiller en face à face. Donc, une personne qui est désireuse de s'informer sur les travaux qu'elle peut mener, sur les économies d'énergie réalisables à son échelle, peut prendre contact avec l'Agence parisienne du climat, donc apc-paris.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, donc téléphonique, physique, quand c'est autorisé. Et on va aider les personnes du coup à avancer dans leur projet, un petit peu à débroussailler de quoi il s'agit quand on parle d'économie d'énergie. Ouais. Ça se fait tant à l'échelle de l'appartement qu'à l'échelle de l'immeuble. Et puis, c'est un conseil qui est aussi bien technique que financier et aussi on oriente vers des professionnels. Oui, donc Euh, ça, on va y revenir parce que vous avez des outils pour ça. Si ouais. on regarde, Antoine, il y a un programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris. Peut-être on peut en parler un petit peu de ce programme qui, je crois, qui d'ailleurs est arrivé la première phase est arrivée ou la deuxième phase, je ne sais plus, est arrivé à son terme. On rentre dans une autre phase, en tout cas, de ce Éco-Rénovons Paris. Oui, pardon. Éco-Rénovons Paris, c'est intéressant pour faire le lien avec Frédéric, c'est que c'est la première opération où la ville de Paris et l'APC travaillent réellement main dans la main pour accompagner des copropriétés du début jusqu'à la fin. Donc c'est assez remarquable parce que ça a bien fonctionné. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de réitérer. Donc Éco-Rénovons Paris, c'était lancé en 2016. C'était une opération qui visait à accompagner les copropriétés dans leur programme de rénovation énergétique. C'est assez simple en apportant pardon, un accompagnement technique, administratif et puis financier. Donc on a recruté 536 copropriétés dans ce dispositif, ça représente quand même 33 000 logements. Et alors ces copropriétés étaient principalement dans le nord-est parisien. En gros, on a 0 adresse dans le 8e arrondissement, pour vous, voilà, en gros pour que vous compreniez, mais c'est assez très, très dynamique dans le nord-est et assez dynamique dans les arrondissements à 2 chiffres.
Alors, c'est plutôt une réussite, hein. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais rien avoir peut-être un peu trop, mais bon, vous verrez. Donc, alors, on a un petit souci, c'est que comme je vous parlais du parc tout à l'heure, comment il est émietté, comment il est vieux, comment il est petit, finalement, on a capté 8% des copropriétés de plus de 100 lots à Paris dans notre opération, ce qui est quand même énorme. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait s'imaginer traiter très, très rapidement ces copropriétés et qu'on a capté des copropriétés qui sont 55% de nos copropriétés, elles sont d'après-guerre, alors que en fait, c'est que 12% du parc. Donc, on a vraiment un gros décalage, mais c'est logique puisque on sait que la rénovation énergétique est beaucoup plus dynamique sur ce secteur de l'après-guerre. Ouais. En C'est chiffres, c'est les immeubles, je vous coupe, mais c'est les immeubles des 30 Glorieuses finalement pour résumer voilà. Ils un peu sont, plus. ouais, c'est ça. Ouais, Ils sont parfaits parce qu'ils sont, bon, certains diront qu'ils sont pas très beaux, d'autres diront qu'ils sont architecturalement très intéressants, mais surtout ils sont en chauffage collectif et ils sont assez énergivores. Donc très vite, on ouais, se dit que c'est intéressant d'agir. Donc dans notre opération, on a quand même fait en gros 400 audits globaux, donc énergétiques et architectural. Ça représente presque 29 000 logements. On a lancé 280 missions de maîtrise d'œuvre. Donc, les copropriétés, 280 de nos copropriétés ont lancé des maîtrises d'œuvre. Pour le milieu des architectes, c'est quand même une belle dynamique. Ça représente 20 000 logements. Et on a 130 copros qui ont voté leurs travaux. Et donc ça représente 9 000 logements. C'est à rapporter aux 6 500 logements dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des travaux qui n'ont pas forcément encore qui n'ont pas forcément abouti, mais ça montre la dynamique. On est à 6 500 dans l'observatoire, et nous, dans notre opération, on a déjà plus de 9 000 votes. ouais. Et on a un gain énergétique qui est de 40% en moyenne, et un gain sur les gaz à effet de serre, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille à la base, en tout cas moi, de 40% aussi. Et donc voilà, c'est super, c'est très très bon chiffre. On était parti sur 6 000 logements au départ pour Ouais. l'opération. On arrive à 9 000, donc c'est quand même une belle réussite. Frédéric, on va y revenir là sur Antoine, sur, on va continuer sur Éco-Rénovant Paris, mais moi, je suis un copropriétaire aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, hein, on est plus de 100 ensemble en ce moment. Comment je fais pour rentrer dans le programme Éco-Rénovant Paris? C'est ça. Est-ce que je peux encore rentrer, Frédéric, dans ce programme-là ou pas? Alors, je me lance, Antoine, tu complètes? Ouais, on peut faire comme ça. En fait, tout au long de l'année et même en dehors des corridors de Paris, il y a un numéro à retenir, c'est le 01 58 51 90 20. C'est le numéro du standard de l'Agence parisienne du climat. Donc pour toute question, sur ces sujets, d'économie d'énergie et de travaux, contactez l'APC. Vous rentrerez en contact avec et en relation avec un conseiller d'équipe qui va vous accompagner dans votre projet, de A à Z. Qu'il s'agisse, juste d'un petit sujet autour de la maîtrise des charges ou, un entretien de chaudière, comme, sur des projets beaucoup plus conséquents de rénovation énergétique. Donc, vous aurez un coaching qui est gratuit, puisque c'est le service public, indépendant et neutre. On va vous aider à avancer dans votre projet. Si vous rentrez dans les critères, si votre projet correspond à Éco-Rénovons Paris, on va en effet pouvoir vous aider à rentrer, dans ce dispositif. En fait, l'APC, on est un peu la tour de contrôle pour les copropriétés. Donc, pour être au courant des aides qui sont accessibles à votre niveau, on est là pour ça. Donc que ça soit en effet Éco-Rénovons Paris, dans ces versions 1 ou 2, là, on est dans une phase de transition entre les dispositifs, donc il est possible à nouveau de rentrer dans ces dispositifs-là, mais faut qu'on voit les dossiers avec vous. Puis sinon, il y a tout ce qui est de ANA Ouais. ou encore certificat d'économie d'énergie sur lequel on peut vous renseigner. C'est quoi les critères justement pour Éco-Rénovant Paris pour rentrer dans ce Euh, dispositif? le critère, c'est la motivation en fait. Il Hmm. faut que la copropriété elle soit motivée pour faire un programme le plus global possible, qui soit adapté à sa copropriété. On ne peut pas faire tous les postes de travaux à chaque fois, mais c'est vraiment la bonne dynamique parce que on a de l'expérience maintenant. On a accompagné des copropriétés qui n'avaient pas vraiment envie de faire quelque chose, et c'est pas satisfaisant ni pour la copropriété ni pour nous. Par contre, si vous êtes motivé, quel que soit le type de travaux que vous voulez faire, peut-être quel que soit le potentiel à faire, il n'y a pas de problème pour intégrer Corénovon Paris. C'est vraiment ça, on n'a pas d'exigence en termes de performance énergétique à la sortie ou des choses comme ça. On vous accompagne je vais pas dire d'un changement, si, vous n'avez pas forcément besoin d'un compagnon pour un changement de chaudière, mais des petits travaux jusqu'au grand projet, Oui, donc avec une préférence pour les grands projets.
tout le monde peut être pris. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si on regarde, donc il y a aussi maintenant il y a de nouveaux dispositifs Éco-Rénovant Paris. Alors Euh, oui, c'est un peu compliqué, mais je ne sais pas si c'est utile de rentrer vraiment ouais, beaucoup dans les détails. Comme non, je vous disais tout à l'heure, Éco-Rénovons Paris, c'est de 2016 à 2020. Comme ouais. vous n'êtes pas sans le savoir, l'année 2020 est bientôt terminée. Certains sont d'ailleurs assez contents qu'elle se termine. Mais nous, on s'est organisé pour que dès 2021, 1er janvier, 2 janvier, on puisse continuer à vous accompagner. Et la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, on ne recrutait plus de copropriétés dans Éco-Rénovons Paris et on va pouvoir recruter des nouvelles copropriétés dans notre dispositif qui commence en janvier. Donc c'est quand même ça la bonne nouvelle. Alors bien sûr, il faut que tout soit validé par le Conseil de Paris du mois de décembre. Donc, ça sera le 15 décembre, mais je ne doute pas qu'on ait un avis favorable vu les objectifs très importants du plan climat de Paris. Alors justement, ces objectifs du nouveau plan climat, ils sont de quel ordre? Autant le dire tout de suite, ils sont très ambitieux, puisque comme disait Frédéric ou Karine, je ne sais plus, c'était Karine tout à l'heure, il va falloir rénover toutes les copros à horizon 2050. Et bien, si on trace une droite entre maintenant et 2050, ça fait 40 000 logements rénovés par an à partir de 2030. Donc on doit atteindre ce rythme-là si on veut atteindre la neutralité carbone, ce qui est un objectif de la COP 21. C'est les objectifs que se sont fixés l'Union européenne. C'est vraiment des objectifs que tout le monde partage. Et entre l'objectif et la réalité, c'est 40 000 logements par an. Donc il va falloir Sachant qu'on en a fait 6 000, si j'ai bien retenu, on en a fait 6 000 sur une période de 4 ans. peut-être même plus longtemps, ouais. Ouais. Enfin, au final, on va sans doute réussir à en faire aux alentours de 9 000 sur 5 ans, ouais. Ouais. Donc il faut multiplier par 20, 4 fois. Oui, c'est ça. C'est Oui, ça. Donc c'est une courbe de dingue. Ouais. Ouais, c'est une courbe de dingue. En même temps, il faut aussi savoir regarder un peu dans le rétroviseur de temps en temps parce qu'il faut aussi mesurer le parcours accompli des rénovations énergétiques en copropriété. Il y a de ça 5-6 ans, il y en avait, elles se comptaient sur les doigts d'une main, 2 mains pour tout Paris. Donc on a déjà fait des sauts d'échelle relativement conséquents sur ces sujets-là, mais c'est sûr qu'il y a encore largement de quoi faire. Ouais. Si on regarde, Frédéric et Antoine, on regarde, il y a aussi il y a Éco-Rénovant Paris, mais il y a aussi d'autres aides. Aujourd'hui, il y en a une dont on parle beaucoup, qui est MaPrimeRénov'. Alors peut-être on peut faire un petit, pour le public, un petit Ouais, focus alors sur ça, MaPrimeRénov'. c'est super intéressant parce que dans Éco-Rénovons Paris, on pouvait aider les copropriétés, soit si elles avaient un profil un peu social, soit si elles étaient en difficulté financière. Il y avait une aide de la ville de Paris, une aide de l'Agence nationale de l'habitat. Et là, avec le plan de relance, on va avoir une aide qui n'a que comme critère que la performance énergétique. Et en gros, si le projet dépasse les 35%, eh ben, on a le droit à cette aide. Et cette aide, elle est financièrement quand même assez intéressante. J'ai fait, c'était pas très compliqué comme calcul. En gros, on va pouvoir aller chercher 3 750 € d'aide par logement au maximum. Et ce qui est bien par rapport aux autres dispositifs de l'Agence nationale de l'habitat, c'est que dans ce cas-là, les C2E, ils sont laissés à la copropriété. Pour les autres dispositifs de l'ANA, les C2E, ils revenaient à l'ANA et là, ils vont rester à la copropriété. Donc, si on a un projet très ambitieux, on peut aller chercher des C2E en plus. Donc, on peut atteindre peut-être les 5 000, 5 500 € de financement pour des projets. Et c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de faire 35% de gains. Donc voilà. Et ça, il y a quand même une petite limite, c'est qu'il faut se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est indispensable, c'est l'ANA qui l'exige. La limite, elle est assez faible puisque finalement, Éco-Rénovons Paris, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage qui vous permet d'obtenir ces subventions. Ouais. Il faut en profiter assez rapidement parce que, alors on ne sait jamais avec l'État, mais en tout cas, ils ont dit que ça durerait 2 ans. Donc il faut vraiment se lancer très rapidement maintenant pour pouvoir les obtenir dans les 2 ans. J'ai perdu tout. Les autres aides resteront. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'elles ne se substituent pas aux aides, elles viennent en plus. Donc on aura toujours l'aide de la ville de Paris, a priori, si c'est voté en décembre. Et on aura toujours l'aide pour les copropriétés fragiles de l'ANA, qui, elle, devient vraiment très, très intéressante, puisqu'on arrive jusqu'à 7 750 € de subvention par logement.
Ouais. En termes d'aide, finalement, est-ce qu'on peut considérer que l'APC, alors pour bien comprendre que le public comprenne bien, est-ce qu'on peut considérer que l'APC est AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage que vous décriviez, ou c'est une autre personne, parce que c'est un accompagnateur, hein, Voilà, Frédéric c'est ça. Oui. Delomo. Ah À bah, vrai dire, on oui. pourrait être considéré AMO, mais c'est pas forcément notre stratégie, parce que l'idée, c'est de laisser la main, une fois que les projets sont bien définis, à des entreprises qui vont, elles, être vos prestataires, donc les prestataires des copropriétés. Donc, il y en a plusieurs types. On a des assistances à maîtrise d'ouvrage plutôt du champ privé qui peuvent être directement associés à la maîtrise d'œuvre. D'ailleurs, je pense que Raphaël Claus pourra un peu détailler le modèle d'Île-de-France Énergie. Donc, c'est un modèle qui est possible. On a aussi possibilité d'intégrer des assistances à maîtrise d'ouvrage, comme c'est le cas d'ailleurs dans Éco-Rénovation Paris. Donc, des assistances à maîtrise d'ouvrage qui sont gratuites pour la copropriété, car financées et prises en charge par le secteur public. Donc les modèles sont très variés, mais ça, c'est des choses qu'on définit en fait. Enfin, nous, notre rôle à l'APC, c'est d'aider à ce que le projet se structure et à trouver le modèle qui correspond bien à la copropriété. Hmm. Les projets de rénovation, c'est avant tout les projets des copropriétaires qui habitent dans l'immeuble ou qui n'y habitent pas, mais en tout cas qui ont des biens. Et donc, chacun a son modèle, enfin, va choisir le modèle qui lui correspond le mieux. Donc, on retrouve des points communs, mais il y a aussi toujours une notion de sur-mesure quand on parle de rénovation des logements. Ouais. Là, je vois, il y a des questions que pose le public. Bon, il y a beaucoup de questions sur les aides. Donc ça, peut-être que je crois qu'il n'y a pas un cas. Il faut aller voir au cas par cas. Donc peut-être vous appeler pour réfléchir sur le projet de la copropriété et discuter des types d'aides auxquelles vous auriez droit. Exactement. Il y a une question d'une personne qui pose, monsieur ou madame Mager, qui disent les ABF bloquent souvent les projets de rénovation globale, toiture et façade, y compris des façades côté cour, sans le moyen d'être aéré. Donc, comment arriver à faire des tas de projets? Effectivement, c'est ce que vous décriviez, Antoine et Frédéric, c'est qu'il y a des fois, les immeubles des Trente Glorieux, c'est plus facile de les rénover, mais quand on est sur des immeubles un peu classés, on a plus de mal. Oui, Frédéric? en Oui. effet. Non, Euh, vas-y. Allez, j'y vais. Oui, en effet, c'est des sujets qu'on rencontre très, très souvent. Évidemment, Paris n'est pas n'importe quelle ville. Il y a un paysage urbain qui est très caractéristique. Je pense que tout le monde apprécie et c'est une des raisons pour lesquelles souvent on aime vivre à Paris. Et c'est une chance. Mais simplement, du coup, ça pose aussi des contraintes. Et notamment, en effet, on ne fait pas ce qu'on veut, complètement ce qu'on veut sur l'immeuble dans lequel on est copropriétaire. Donc les sujets qui peuvent arriver, en effet, c'est quand on est sur un projet de rénovation, on a forcément un sujet d'isolation de l'enveloppe et notamment des façades. Et quand on est sur des façades sur rue, tout particulièrement, eh bien là, ça touche au paysage de la rue et du coup, il y a un contrôle réalisé à la fois par la direction de l'urbanisme de la ville de Paris et par les ABF. Alors, après, il faut aussi prendre en compte que des solutions, elles existent, mais il faut juste travailler dans le détail et avec des bons professionnels. Typiquement, un projet de rénovation en copropriété à Paris, il faut le faire avec un architecte, et un architecte, si possible, qui comprend bien où il met les pieds, donc qui a des références sur mener des projets spécifiquement sur ce territoire parisien où on ne fait pas ce qu'on veut. Donc je ne vous cache pas que ça, c'est un des sujets qui est compliqué à gérer, sur lequel il y a certainement aussi chacun a de l'eau à mettre dans son vin. C'est-à-dire que côté thermicien et promoteur de la rénovation, il faut parfois accepter de ne pas mettre une isolation par l'extérieur de 15 cm en laine de verre sur une façade haussmannienne. Je fais très caricatural parce que pour juste montrer que bah oui, c'est évident que parfois on ne peut pas juste aller poser une enveloppe sans se poser de questions. Et côté ABF et je dirais protecteur du paysage de la rue, il y a aussi des sujets, enfin une culture à faire évoluer pour pouvoir permettre certaines innovations qui étaient peut-être pas envisageables il y a de ça encore quelques années. Donc le regard des gens change et il faut aussi trouver des solutions architecturales qui correspondent à cette société qui évolue. Ouais. Donc ça, Euh, on y travaille du coup, voilà, juste pour être très précis là-dessus, c'est des choses qu'on travaille avec les copropriétaires dans le cadre de leur projet. Donc il y a des temps de faisabilité à prévoir, il y a des prises de contact à prendre avec les services instructeurs, bien en amont du projet pour ne pas se retrouver en dépôt de permis ou en direction en présentation de travaux et se retrouver à être sûr de se faire retoquer. Donc si ça se prend bien en amont, on fait des choses.
Ouais. Si on regarde, je crois qu'à l'APC, on avait dit qu'on le balayerait aussi un peu ce sujet-là rapidement. Vous avez d'autres études que vous menez et vous avez fait des travaux parce que vous produisez aussi beaucoup d'études, hein, notamment sur l'IRVE, sur l'instrumentation de copropriété, hein, qui ont été des 30 glorieuses. Oui, en effet, nous, notre rôle, du coup, c'est de conseiller et d'accompagner pour aider à ce que les projets se fassent et se fassent, dans le bon ordre et de ce fait, on a, différentes ressources qu'on propose tant aux copropriétaires qu'aux professionnels. Alors, des exemples pour les copropriétaires, ça va être, par exemple, des cahiers des charges types pour, facilement, lancer et fixer ses besoins si on veut lancer une mission de diagnostic technique global ou encore de maîtrise d'œuvre. C'est des exemples de travaux réalisés, donc des fiches de site, mettre en relation avec des copropriétaires qui ont déjà mené des donc voilà, donc des ressources pour les copropriétaires, puis aussi des ressources pour les professionnels, que ça soit, des entreprises du secteur du bâtiment et de la rénovation ou des acteurs publics et parapublics. Donc, notamment, on a mené, quelques actions, j'en cite 3 études qui sont sorties, ces derniers mois. Une première qui portait sur le chauffage au fioul. 5 du parc parisien est encore chauffé au fioul aujourd'hui, alors qu'il y a relativement peu de bonnes raisons d'être, encore chauffé au fioul aujourd'hui parce que ça coûte cher et qu'en plus, ça pose différents problèmes de qualité de l'air. Donc jusqu'ici, on savait qu'il y avait un chiffre de 5 mais on ne savait pas plus précisément où étaient ces copropriétés. Donc on a mené un travail pour repérer où sont les 1 400 ou 1 500 adresses, parisiennes encore chauffées au fioul. Donc repérer où sont les adresses, repérer qui sont les syndics qui gèrent ces copropriétés et puis du coup aller, pouvoir les solliciter pour pour avancer avec elles et les interpeller sur, ce qui peut être fait pour évoluer de ce chauffage au fioul vers d'autres solutions. Donc chauffage au fioul, bornes de recharge électrique, un peu le même sujet. Donc la recharge électrique se développe à toute vitesse, enfin la mobilité des véhicules, enfin pour ce qui est des voitures en tout cas, est en train d'être électrifiée très rapidement. Donc il y a des solutions qui sont déployées par la ville de Paris sur l'espace public, donc pour pouvoir, recharger, son véhicule, sur la voirie. Mais ça ne va pas suffire. Au rythme où on va, il faut aussi que, les parkings privés, s'équipent de bornes de recharge et donc notamment les copropriétés. Donc là, on a mené un travail pour repérer où sont les copropriétés qui peuvent le plus s'équiper en matière de bornes de recharge et du coup, on a sorti un document complet avec un chiffre à retenir, c'est qu'en touchant 4 des copropriétés, parisiennes, on peut électrifier la moitié des parkings, disponibles en copropriété. Donc ça, c'est une étude qui permet de guider aussi l'action publique pour, Ouais. aider à trouver des solutions, adaptées. Puis la troisième étude là qui est sortie récemment, c'est, une étude un petit peu, enfin, qui intéressera, je pense, plutôt les maîtres d'œuvre et entreprises du bâtiment, peut-être aussi, les spécialistes, dans les collectivités locales. C'est une note sur les 30 glorieuses. En fait, on fait une analyse de alors, plusieurs dizaines de projets de rénovation qui ont été menés sur des immeubles de 30 glorieuses et on fait une analyse, technico-économique. Donc en fait, on regarde quels sont les travaux qui ont été réalisés, quels sont ceux qui n'ont pas été réalisés, donc où est-ce qu'il y a des déficits, combien il coûte en moyenne, quels sont les écarts types, combien de temps prend le projet. Enfin voilà, c'est un peu faire le portrait de ce champ de la rénovation spécifiquement sur les grands immeubles des 30 glorieuses. Oui, oui, Donc puis toutes ces ressources, ouais, sont ça permet disponibles sur Coach CoPro. voilà. Pardon, ça permet de passer à l'échelle, hein. Effectivement, c'est ces études, c'est qu'est-ce qui marche et c'est le seul moyen pour arriver à passer l'échelle, c'est de trier le bon livret, hein, en tout cas ce qui marche et que tout le monde se l'approprie. Il y a rien Il qui donne plus envie qu'un projet réussi, donc voilà. est-ce qu'il y a une question d'un spectateur qui dit: «Voilà, moi j'ai un immeuble des années 90, est-ce qu'il doit être rénové?» Alors les années 90, il faudrait voir si c'est le début ou la fin des années 90, mais en effet, on est en 2020, donc ça fait au moins 20 ans, peut-être 30. Donc en tout cas, on arrive sur les premières phases où, souvent il est temps d'avoir une phase d'entretien, peut-être un ravalement de façade, peut-être, des balcons, qui commencent à mériter, de revérifier la sécurisation. Enfin, il peut y avoir plusieurs sujets en effet à traiter. Après, ça dépend beaucoup de l'entretien moyen qui a été fait sur l'immeuble. C'est-à-dire que si l'entretien a été fait, comme il se doit et de façon régulière, il y a peut-être peu à faire de travaux. Par contre, si, il y a eu rien de fait et c'est bien souvent le cas, en France, il se pourrait qu'il soit temps de regarder un peu les choses. Donc pour ça, si vous hésitez, si vous n'avez pas trop, je pense que l'enjeu, c'est de faire un diagnostic technique global, donc c'est une sorte d'audit de votre immeuble pour voir, où en est, globalement, quel est l'état de l'immeuble, qu'est-ce qu'il y a à faire en urgence, qu'est-ce qu'il y a à prévoir dans les, 5 à 10 ans.
Ouais. Si on regarde Antoine, on avait dit le temps file, hein, il est 9h43. On avait dit qu'on parlait un tout petit peu des reports des AG parce qu'effectivement il y a la Covid là qui dans ces programmes, vient chambouler un peu, à la fois, la possibilité de se réunir et puis la possibilité de voter. Est-ce que vous avez constaté donc du coup des changements dans le comportement? Alors, très rapidement, hein, en mars, quand on a commencé à être confiné, qu'on savait que les premières AG seraient annulées, on a commencé à avoir très, très peur, parce qu'on avait, entre une cinquantaine de projets à faire voter, cette année dans Éco-Rénovons Paris et le bilan, aujourd'hui, c'est qu'on a finalement eu que 11 reports. Alors c'est beaucoup, hein, ça fait quand même, 20 de reports à 2020, donc c'est des reports à 2020 à 21 pardon. Et on a quand même des AG qui se sont maintenus et on a encore 6 AG qui doivent intervenir avant, mi-décembre, tout par correspondance et je pense que l'enseignement de ça, c'est que quand on est arrivé à aboutir son projet, qu'on a travaillé avec une maîtrise d'œuvre et finalement et qu'on est motivé, finalement le vote, c'est juste un passage obligé, mais il y a plus les enjeux ont été dépassés avant. C'est pas là que se prend la décision elle s'est prise en amont et donc on a une très, très bonne dynamique, j'étais très inquiet et on fait mieux que nos objectifs donc c'est quand même très, très bon signe. Je sais que pour les copros moyennes, hors de notre, accompagnement, il peut y a je moi-même étant copropriétaire, il peut y avoir des reports très importants, voire des AG qui ne se tiennent pas. Ça, c'est vraiment un souci, mais je pense que bon, si c'est pas pour des prises de décision très importantes, ça peut s'organiser, sans difficulté par correspondance. On a quand même un peu perdu de temps pour peut-être pour les copropriétés qui voulaient se lancer dans un projet parce qu'elles ont moins d'espace pour discuter. L'AG, ça reste quand même un moment de discussion assez intéressant. Bien sûr, c'est plus la même, manière. Est-ce qu'au niveau, Frédéric, la sensibilisation, en tout cas les questionnements des copropriétaires est toujours aussi dynamique en cette période de Covid? Alors clairement, on a un deuxième épisode, de confinement qui n'a rien à voir avec le premier. On avait ressenti une forte baisse d'activité, au printemps. Là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'activité, à l'APC et de demandes. Donc beaucoup d'intérêt. Je ne serais pas étonné qu'aussi, le fait d'être un peu tous, forcés à rester chez soi, ça nous pousse aussi à plus s'interroger ou en tout cas à plus s'intéresser au patrimoine et au logement. Donc ça travaille bien et puis on va voir si ça se convertit derrière en beau projet à partir de l'année prochaine. Ouais, si on résume là sur MaPrimeRénov', là je vois, monsieur et madame Thiel qui pose une question, une copo qui a déjà été rénovée par étapes. Effectivement, il y a des copos qui ont déjà fait certains lots, et qui se dit: «Oui, mais comment moi je vais pouvoir atteindre les 35 d'économie d'énergie?» et finalement, j'aurais peut-être pas droit aux aides. C'est un vrai souci des aides, qui sont mises en place en France, c'est qu'elles sont performantielles. On va chercher, un gain. Effectivement, on peut en parler aussi de la copro des années 90 de tout à l'heure. Aller chercher 35 de gains sur des copropriétés qui sont soit très bien entretenues avec des menuiseries neuves, une chaudière qui fonctionne bien et cetera, soit qui sont déjà relativement performantes, c'est très, très difficile. Cependant, normalement, une propriété qui a déjà des performances énergétiques, elle n'a pas forcément besoin d'un gros programme de travaux. Donc l'un dans l'autre, ça doit coûter moins cher et ça justifie peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas d'aide publique, parce que ça sera moins coûteux pour la copropriété. Ouais. Après, c'est sûr qu'avec des aides aussi, disons, simples à comprendre, eh ben, on est sûr d'avoir des effets de bord assez forts et des gens qui ne pourront pas en bénéficier. Ouais, il y a une question d'une personne qui dit: «Voilà, moi j'ai du chauffage fioul, comment, je remplace par quoi?» C'est quel type d'énergie qu'on mettons à la place du chauffage fioul, souvent, je sais pas Frédéric? Oui, et oui et puis juste pour rester sur les aides, il y a aussi des aides qui sont non performantielles. Il y a notamment les certificats d'économie d'énergie, qui peuvent se porter lot par lot. Donc après, il faut regarder au cas par cas. Alors pour le fioul, quelles sont les alternatives? En région parisienne, il y en a et à Paris en particulier, il y en a 2 principales qui sont le chauffage urbain, d'une part, et le gaz. C'est les plus classiques. Le bois énergie, je le mentionne parce que théoriquement, ça peut être aussi une option, des chaudières automatiques, au bois. Après en région parisienne, c'est quand même assez compliqué à mettre en place parce que techniquement, il faut de la place, il faut de l'approvisionnement et puis, pour certaines, si la performance n'est pas au top du top, on peut aussi avoir des problèmes de particules ou de qualité de l'air. Donc, c'est plutôt une solution qu'on laisse de côté. Ouais. Et par contre, nous après, on insiste toujours sur le fait d'intégrer ce choix d'énergie dans un projet de rénovation globale parce que
Si c'est juste changer énergie pour énergie, c'est pas forcément là où on fait le plus de gains. Oui, Antoine, vous alliez prendre la parole. Je vous ai coupé. Non, mais c'est exactement ça, c'est le chauffage urbain en priorité, puisque c'est une énergie qui commence à être vraiment décarbonée, qui va être de plus en plus décarbonée. Donc, c'est passer de l'énergie sans CO2, c'est quand même, contrairement au gaz, c'est un avantage. Et après, en deuxième choix, effectivement, le gaz, parce qu'en termes de particules, on est beaucoup moins émissif que le fuel et que le bois. Ouais. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut réfléchir les choses. Et comme disait Frédéric, il faut penser d'abord à baisser ses besoins et ensuite après s'équiper d'une chaudière qui soit bien calibrée pour ces nouveaux besoins qui doivent être diminués. Et c'est dans ce cas-là qu'on va faire le plus d'économies d'énergie et puis pour les finances sur la consommation d'énergie de la chaudière. La sobriété, c'est la première chose. Alors, je vois, là, on a lancé un sujet qui est le gaz. On a entendu tous aux informations, c'est que le gaz allait être interdit. On parle des maisons neuves et des copropriétés aussi, des bâtiments neufs, en tout cas en logement collectif, mais dans quelques années. Donc, est-ce Oui. qu'il n'y a pas un risque aussi en disant aux copropriétaires, passer au gaz après le fioul, et puis mais un risque que le gaz soit interdit aussi demain? Alors attention, hein, là, il ne s'agit pas d'interdire le gaz. Ce qui est en train de sortir, et en effet, ça fait un peu polémique dans la presse, c'est le fait que les constructions neuves se retrouvent avec des niveaux de réglementation très élevés et qui conduisent au fait que le gaz soit souvent pas une solution pour la construction neuve en maison, en tout cas. Ce qu'il faut bien retenir sur la construction neuve, c'est que l'enjeu, il est juste de plus avoir de chauffage. Ça s'appelle les bâtiments passifs et ça fait des années et des années que ça existe. Simplement, la réglementation tarde à aller vers des solutions passives, mais la conséquence, c'est quand même ça. Et du coup, le gaz pourrait rester une solution, notamment sur des choix un peu techniques, notamment avec des pompes à chaleur, des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même très différent la situation de l'actuelle, où je reste sur ce qu'a dit Antoine. Et puis j'ai vu une remarque, une question de François dans le chat sur les basculer vers du chauffage individuel. Bon, à discuter, mais bon, c'est vraiment des discussions qu'on a après là, en face à face avec les copropriétaires. Mais je dirais plutôt précaution vis-à-vis de ça, parce que la bascule du chauffage collectif vers individuel n'est pas forcément la solution. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur la régulation du chauffage, parce que c'est bien d'avoir une chaudière qui fonctionne bien, mais il faut aussi que les tuyaux, le système de distribution soit aussi bien régulier et bien entretenu. Donc là-dessus, il y a souvent beaucoup de choses à améliorer, y compris sur le chauffage au sol dans les années 70. Oui, donc il y a un acte de sobriété qui est important à mener. C'est ce que disait Antoine, c'est commencer à moins dépenser d'énergie, tout simplement en isolant, en faisant les travaux de rénovation énergétique. Il y a une question d'une personne qui dit peut-on obtenir les aides en copropriété si on n'obtient pas les 35% d'économie d'énergie? J'entends les aides individuelles par ma prime rénov et non pas collectives. Effectivement, il y a des aides. Oui, oui, il y a des aides individuelles aussi. Ça remplace en gros le crédit d'impôt transition énergétique, écologique. Donc, c'est pas lié à la performance, là, c'est lié à des travaux que vous allez faire. Vous allez faire vos menuiseries, etc. Et plus vous allez faire quelque chose de global, plus les aides seront bonifiées. Donc, effectivement, c'est possible de les avoir en copropriété, mais pour l'instant, il reste quand même des choses à éclaircir, notamment sur comment prendre en compte les travaux sur les parties communes pour bénéficier d'aides individuelles. Ça, c'est des choses qui doivent être éclaircies par l'Agence nationale de l'habitat au courant du mois de décembre pour qu'on ait vraiment une connaissance complète du dispositif dès janvier. Donc ça, c'est un point important. Mais si vous faites vos menuiseries, vos fenêtres dans votre logement, vous devrez pouvoir avoir ma prime rénov individuelle et qui sera bonifiée. Donc plus vous faites de travaux et plus vous avez des revenus faibles, en fait, plus vous aurez d'aide aussi.